Et l'on poursuit avec notre invité Jean-Jacques Kourlianski. Merci monsieur d'être sur notre plateau. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes, également éditorialiste à Nouveaux Espaces Latinos. On a entendu à l'instant l'opposant Juan Pablo Guanipa évoquer la dictature de Nicolás Maduro. C'est encore ça le Venezuela en 2025, un régime autoritaire camouflé sous une démocratie avec des élections? Alors, ces élections sont un peu différentes des précédentes. Les précédentes, il y avait une espèce d'ébullition au Venezuela lui-même, où on attendait une alternance le 24 juillet de 2024. Ébullition internationale. Bon, à l'époque, les États-Unis étaient dirigés par Joe Biden, un démocrate, qui évidemment défendait les intérêts des États-Unis, notamment pétroliers au Venezuela, mais qui aussi le faisait au nom d'un certain nombre de valeurs, dont les valeurs de la démocratie. Bon, aujourd'hui, le panorama a changé. Bon, avec le président Donald Trump, pour qui le Venezuela est un front secondaire. L'opposition s'est divisée et les Vénézuéliens eux-mêmes sont pris par les problèmes du quotidien. Il y a déjà 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays, non pas pour des raisons, enfin pour la très grande majorité d'entre eux, pour des raisons politiques, mais pour des raisons alimentaire. Le PIB a chuté de 80% en 10 ans. 80% de la population est considérée comme pauvre, 50% en dessous du niveau de pauvreté, en pauvreté extrême. Donc dans ce contexte-là, qui est peu mobilisateur, les instituts de sondage signalent qu'il y aurait environ, selon les instituts de sondage, entre 70 et 85% d'abstention, et que même certains Vénézuéliens ne savent pas qu'on vote aujourd'hui. Ils s'en désintéressent totalement. C'est effectivement ce que disait l'une des femmes que l'on voyait dans ce reportage, qui disait même pas se souvenir, parce qu'il y avait des élections aujourd'hui. Je voulais quand même savoir, une opposition qui est divisée un jour de vote, on le voit au Venezuela, on l'a vu dans d'autres pays, avec un large appel au boycott. N'est-ce pas finalement le pire des scénarios pour les voix dissidentes ? C'est toujours à double tranchant, je trouve, ce prise de décision. L'opposition s'est divisée parce que l'ancien candidat au présidentiel de 2013, qui avait été condamné à 15 ans d'inéligibilité en 2017, a retrouvé ses droits, on ne sait pas très bien comment, Enrique Capriles, et il a toujours défendu la nécessité d'exister. Même si les élections sont truquées, il faut être là, il faut que les gens nous entendent, il faut participer. Il est suivi par un gouverneur d'un petit parti de centre-gauche qui est connu, Manuel Rosales, qui est derrière lui. Et alors l'autre opposition, l'opposition la plus radicale, avait choisi dans le passé de s'allier avec l'extrême droite internationale, et en particulier espagnole et latino-américaine, autour du parti Vox en Espagne, et autour, la semaine dernière, cette semaine, des secteurs les plus radicaux du Parti populaire espagnol. Donc il y a eu une réunion à Madrid il y a quelques jours, et qui a mis en évidence que ces secteurs-là sont assez déstabilisés et déconcertés par la présidence Trump. C'est-à-dire qu'effectivement... Oui, donc vous faites vraiment un lien entre toutes ces... Oui, tout à fait. Le président Donald Trump, comme on le sait, c'est quelqu'un qui est formé à l'immobilier, pour qui l'argent et la rentabilité première pour les États-Unis est la plus importante, et qui donc attache assez peu d'importance aux habillages idéologiques, à la démocratie, à la différence de son secrétaire d'État, donc son ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio. Donc il lui a cédé il lui a fait un certain nombre de concessions. Officiellement, les sanctions pétrolières qui existaient avant Joe Biden et qui avaient été suspendues partiellement par Joe Biden ont été rétablies, mais en fait elles n'ont pas été rétablies. C'est une façon de tenir le Venezuela. Je te laisse vendre ton pétrole, je laisse Chevron, la société pétrolière nord-américaine, poursuivre ses activités. En échange, tu acceptes les Vénézuéliens qui sont chez moi et que je veux expulser. Quand on vous entend, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que la chef de l'opposition, Marina Corina Machado, dit, que ne pas voter aujourd'hui, c'est un acte de bravoure?
C'est-à-dire, elle sait que les gens ne vont pas voter, donc il est logique, en Oui, tant qu'elle le dise. qu'acteur politique, elle essaye de considérer que l'abstention sera le fait de Oui, et que le l'opposition. peuple a déjà voté le 28 juillet et que l'élection a été faite. Dernière question, sur la réforme de la Constitution qui va être soumise à référendum. Très rapidement, en moins d'une minute, que contient cette nouvelle loi fondamentale à venir? On ne sait pas très bien. Avec Maduro, de toute façon, il n'a pas besoin de changer la Constitution pour gagner les élections. Le scénario aujourd'hui est le même que d'habitude, c'est-à-dire on essaie de faire monter la tension en arrêtant des étrangers ou des binationaux vénézuéliens et en faisant croire qu'il y a des complots, et ce qui permet de créer une émotion mobilisant les 20% d'électeurs qui, en dépit de tout, continuent à soutenir le régime. Ensuite, l'élection en elle-même, il n'y a pas vraiment de fraude. La preuve en est, c'est qu'on n'a pas les résultats des élections du 24 juillet. Les élections se sont bien passées, il les a perdues, donc on ne communique pas le résultat. Donc ce qui prouve bien qu'il n'a pas besoin de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir dans les conditions qui lui sont le plus favorables. Je vous remercie pour votre analyse, Jean-Jacques Kourlianski. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.